Bonjour à tous. Je vais commencer mon propos non pas par la conférence, la communication prévue, mais pour dire un petit mot à la mémoire d'Henri Blanc, qui est décédé hier après-midi des suites du coronavirus. Henri Blanc a été une personne vraiment marquante, à la fois pour l'établissement Arts nationaux, mais aussi pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire la recherche. Il a été inspecteur général des Haras nationaux de 1970 à 1982 et il a posé les bases de la recherche que nous mettons encore en œuvre aujourd'hui. Il a institué notamment le partenariat entre les Haras nationaux et l'INRA. Il a transformé l'ancien domaine de Pompadour en Institut du Cheval. Il y a ajouté la station expérimentale de recherche équine de Chambéret. Et il a notamment, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses, mais il a notamment créé les journées de la recherche équine, qui sont les ancêtres de la JSIE qui nous rassemblent aujourd'hui. Voilà, donc juste un petit mot pour se souvenir de ce grand homme des Haras nationaux qui nous a quittés hier. J'enlève la vidéo et je démarre la présentation du jour. Donc cette présentation s'intitule « Entre laboratoire et terrain, mode d'emploi, usage et témoignage ». L'Institut français du cheval et de l'équitation est l'Institut technique des filières équines. Et à ce titre, il mène des travaux en propre, des travaux de recherche en propre, et il lance des appels à projets qui permettent de financer des équipes extérieures, des équipes de recherche. Je voulais tout d'abord présenter les trois auteurs de cette communication. Donc moi-même, Florence Méa, je suis directrice générale adjointe de l'IFCE et j'ai fait une partie de ma carrière comme ingénieure de recherche à l'INRA. Cécile Détente de Cendre, qui est chercheuse également, directrice scientifique adjointe agriculture à l'INRAE, et Étienne Verrier, dont vous avez entendu l'introduction lue par Sandy Jarrier tout à l'heure, qui est professeur de génétique animale à AgroParisTech et également président du conseil scientifique de l'IFCE. Je reviens sur la diapo 3. Donc je vous dis que l'IFCE à la fois conduit des travaux de recherche en propre et lance des appels à projets de recherche. Pour ces appels à projets, il bénéficie des avis et recommandations d'un conseil scientifique qui est animé et conduit au sein de l'IFCE, mais qui s'appelle Conseil scientifique de la filière équine, parce que il passe en revue, il suit, il expertise l'ensemble des projets de recherche, toutes disciplines scientifiques confondues, de tous les travaux portant sur les équidés ou les activités réalisées avec des équidés. Mon propos va s'articuler autour de trois parties. Les principes d'une démarche de recherche finalisée, trois exemples qui vont illustrer la démarche allant de la question de recherche à la diffusion des résultats, et puis classiquement perspective et conclusion. Donc les principes, les grands principes de base d'une démarche de recherche finalisée. La recherche finalisée commence par la formulation de la question de recherche. Comment la question de recherche peut-elle être formulée? Eh bien, nous avons distingué trois manières de procéder. Soit c'est le chercheur qui conduit de manière très régulière, continue, un travail bibliographique, ce qui lui permet d'être à jour de l'ensemble des connaissances sur le sujet qu'il occupe. Et étant à jour de l'ensemble des connaissances, il voit bien également les limites de ces connaissances, et donc forcément des questions de nouvelles recherches se posent à lui. À l'inverse, la question de recherche peut également émerger de préoccupations que nous avons intitulées très concrètes d'opérateurs de terrain qui voient un verrou technique ou technologique se poser au cours de leur activité quotidienne. À ce moment-là, les acteurs du terrain posent plutôt une question à la recherche ou une question pour la recherche.
Et donc, il y a un travail préalable avant le travail proprement dit de recherche, qui est de traduire cette question en question de recherche. Et puis, la troisième manière de faire, qui est forcément la plus utilisée, c'est un ensemble d'aller-retour entre les deux approches, c'est-à-dire un échange entre les chercheurs, les acteurs de terrain, et vous allez voir que je vais vous répéter cette phrase tout au long de mon propos. Une fois que la question de recherche est formulée, vient alors le temps du travail méthodologique. Ce travail méthodologique consiste tout d'abord à construire un cadre d'analyse, à modéliser la question de recherche et à élaborer des hypothèses. Ensuite, c'est le temps de l'acquisition des résultats, et là, les moyens peuvent être différents. Selon la question, les résultats vont être issus d'expériences en laboratoire, d'expériences en unité expérimentale ou sur un plateau technique, d'observation de terrain, d'enquête, de questionnaires, d'entretien ou également de mobilisation de bases de données déjà existantes. Ensuite, c'est le travail d'analyse et de validation des résultats. Les résultats sont validés en équipe. Alors valider, ça veut dire on décide que oui, les résultats qu'on a obtenus sont valables, on peut les utiliser. C'est-à-dire que les expériences se sont déroulées dans les bonnes conditions, il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas. Voilà, donc les résultats sont utilisables. Ensuite, on débute l'analyse de ces résultats, également en équipe. On traite l'information. Le traitement de ces informations, là encore, selon des méthodes adaptées à leur nature. Ça peut être des méthodes statistiques, des méthodes d'interprétation. Et puis, on analyse à la lumière de ce qu'on connaît par ailleurs sur le sujet, donc à nouveau la bibliographie, ce que les chercheurs appellent joliment l'état de l'art. Donc, on analyse et on interprète ces résultats. Toutes ces étapes, vous le comprenez facilement, se déroulent dans un temps long. Un temps long, pourquoi? Parce que c'est le temps des écueils, des méthodes à inventer, à créer, et ces nouvelles méthodes, elles fonctionnent ou elles ne fonctionnent pas. C'est le temps des protocoles à tester, à construire, des analyses à discuter et à partager entre pairs. La durée de chacune de ces étapes, bien sûr liée aux échecs possibles, je devrais même dire aux inévitables échecs, sans échec, pas de recherche, c'est vraiment un travail de tâtonnement, de remise en question permanente. Et la conséquence, c'est que la durée de chacune de ces étapes est par essence difficilement possible à anticiper. Enfin, on en arrive au dernier petit point, les résultats et leur analyse sont publiés dans des revues scientifiques après avoir subi une évaluation par les pairs ou par un comité de lecture. Et les chercheurs et les laboratoires sont évalués sur la qualité scientifique de ces publications. Et ça compte. Ça explique que les chercheurs parlent une langue qui leur est propre et qu'à quelques exceptions près, cette langue n'est pas la même que celle des professionnels qui ont contribué à poser la question de recherche. À côté de la manière classique que je viens de vous décrire, il existe également une autre méthode de travail. Cette méthode, ce sont les expériences de recherche participative. Alors, tout d'abord, une définition pour qu'on parle tous bien de la même chose. Les sciences et recherches participatives sont des formes de production de connaissances scientifiques auxquelles participent des acteurs de la société civile à titre individuel ou collectif, de façon active et délibérée. Donc ça veut dire que dans le cadre de recherche participative, la recherche n'est pas que l'affaire des chercheurs, elle peut être l'affaire de tout le monde. Dans le domaine du cheval, donc qui nous intéresse aujourd'hui, il y a l'association Sciences Équines qui permet par exemple à ses membres de s'impliquer dans chacune des étapes de projets de recherche participative, depuis la construction de la problématique jusqu'à la publication des résultats. Et actuellement, pour illustrer mon propos, 3 projets sont en cours au sein de cette association. Hébergement et déplacement, dans lequel les chevaux sont équipés de récepteurs GPS pour analyser l'influence de l'aménagement du pré sur les déplacements des chevaux. Forme de dos pour caractériser les chevaux de loisirs et de sport. Et le troisième, pâture et biodiversité,
qui a pour objet d'étudier l'impact de 2 types de gestion de pâture sur la biodiversité du sol et de la flore. Bien sûr, la rigueur que je vous ai décrite tout à l'heure et le temps long nécessaire s'appliquent bien sûr à ces opérations. Et en outre, la complexité est bien sûr accrue, la complexité du travail, du fait de la grande diversité des expériences et des attendus des participants. Après la publication des résultats, enfin après, il s'agit de diffuser les résultats. C'est vraiment un travail spécifique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les travaux de recherche conduisent à des publications scientifiques. C'est la première étape de la diffusion. Ensuite, ce sont les actions de transfert et de développement qui prennent le relais. Alors les actions de transfert et de développement, ça peut être la rédaction de documents de vulgarisation, de fiches techniques, ça peut être la communication auprès des acteurs de terrain, et puis ça peut être également l'accompagnement de ces acteurs par une offre de formation continue. Donc, un travail collectif, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, entre les acteurs des filières, les ingénieurs de développement et les chercheurs. Et les journées qui nous rassemblent sont exactement au carrefour entre ces 3 types de professionnels et favorisent les échanges entre toutes ces personnes. Maintenant, 3 exemples de travaux de recherche qui vont de la question de recherche à la diffusion et à l'utilisation des résultats. Le premier, qui a porté sur la mise au point d'un milieu de composition défini pour la conservation de la semence d'étalon. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'Henri Blanc, qui avait instauré le partenariat entre l'INRA et les haras nationaux. Mais je dirais que ce travail est tout à fait dans le prolongement de cette idée, c'est-à-dire qu'il a été le fruit de la collaboration entre haras nationaux, INRA de Nouzilly, INRA de Rennes pour la partie technologie laitière. L'idée, c'est que depuis toujours, depuis le XVIe siècle, la semence d'étalon était diluée dans du lait de vache. Alors Éric Palmer, qui a été à l'origine de ce travail, disait le lait de vache n'a pas été inventé par le bon Dieu pour y faire nager des spermatozoïdes d'étalon. Ça, c'est une question, tout le monde comprend. Effectivement, dans le lait de vache, il y a plus de 100 000 molécules. Dans ces 100 000 molécules, il y en a forcément qui sont utiles pour conserver la semence d'étalon et d'autres qui sont inutiles, voire nuisibles. Donc, pour fabriquer un milieu de composition défini permettant la conservation de la semence d'étalon, on s'est rapproché des chercheurs de l'unité de technologie laitière de l'INRA de Rennes, et puis, donc eux spécialistes bien sûr du lait et de sa composition, et puis progressivement, donc on a mis au point in vitro tout d'abord, puis testé in vivo avec le troupeau expérimental de l'INRA et les troupeaux expérimentaux des haras nationaux dont je vous ai parlé tout à l'heure à Chambéret et au haras du Pin, la méthode a été testée. Et ensuite, grâce au partenariat toujours INRA haras nationaux, la robustesse de la technique a été validée sur l'ensemble des juments françaises qui étaient à ce moment-là servies par les haras nationaux. Chemin faisant, un brevet a été déposé, la licence d'exploitation a été cédée à une entreprise française, leader sur le marché des biotechnologies de la reproduction, et depuis les années 2000, 200 000 juments sont inséminés dans le monde chaque année en utilisant cette technique. Donc voilà, une question de recherche vraiment remontant du terrain, qui retourne au terrain, je dirais, et qui est utilisée. Le deuxième exemple, c'est l'évaluation génétique et la génomique au service de la sélection du cheval de sport. Alors, dans les années 1989, le calcul du BLUP, qui est donc l'indice génétique des chevaux, a été une avancée majeure. Ce calcul a été fait à l'initiative de chercheurs IFCE et INRA, et alors que c'était une avancée majeure sur un plan scientifique, on peut dire qu'elle a été accueillie, sinon avec hostilité, au minimum avec scepticisme par les éleveurs, les opérateurs de l'élevage et de la sélection. Et
Scepticisme et hostilité étaient toujours de mise dans les années 2012-15, ce qui fait que les travaux d'utilisation des outils de génomique étaient bloqués du fait de cette, je dirais, incompréhension entre les différents acteurs. Il a donc été mis en place un groupe de travail. Le premier objectif de ce groupe de travail a été de présenter réciproquement, je dirais, les principes de base des uns et des autres. C'est-à-dire que les chercheurs ont expliqué les principes des calculs et puis les utilisateurs ont expliqué ce qu'ils attendaient des indices génétiques et des outils de sélection génétique. Différents ajustements ont été apportés, je dirais, de part et d'autre. Et puis, et donc, dès que les uns et les autres ont commencé à parler un langage commun, de nouveaux travaux de recherche ont été définis de manière conjointe pour avancer sur la sélection utilisant les outils de la génomique. Très rapidement, des protocoles de terrain ont été mis en place avec la collaboration de tous et ils sont encore en cours. Et actuellement, régulièrement, les avancées de ces travaux sont présentées. Le troisième exemple porte sur les impacts économiques, sociaux et environnementaux des événements équestres. Alors, l'organisation des événements équestres impacte les territoires qui les accueillent aux trois niveaux, économique, social et environnemental. Donc, une étude de retombées de ces événements sur le territoire a été conduite. La première étape a été de modéliser pour évaluer l'ensemble des flux financiers directs et des activités induites générées. Puis, les flux de matière et d'énergie ont été analysés pour étudier les impacts environnementaux et un outil d'évaluation, je dirais, pour l'ensemble, enfin pour les organisateurs, est en cours de construction. L'objectif de ce travail, c'est de démontrer la place du cheval et l'intérêt de l'intégrer dans la stratégie territoriale. Voilà, j'en arrive à la fin de mon propos. À nouveau, les pratiques de recherche et de diffusion intègrent des relations régulières entre chercheurs, acteurs de terrain et acteurs de la formation. Les chercheurs apportent les nouvelles connaissances soit directement aux acteurs de terrain, soit par l'intermédiaire de formation, et l'ensemble de ce système interagit, communique, échange. Alors, évidemment, c'est complexe, mais c'est riche, c'est efficace et c'est donc facteur de progrès. La dernière diapositive pour refaire un point sur les points importants. Interaction régulière entre chercheurs et acteurs de terrain dans les deux sens. Formulation de la question, puis travail méthodologique, acquisition des résultats, analyse et publication validée par les pairs, ce qui permet le passage sur le terrain de nouvelles techniques, de nouveaux procédés, de nouvelles utilisations. Toutes ces nouveautés peuvent être le plus rapidement possible intégrées dans des programmes de formation. Et donc, vous avez vu au travers de ces trois exemples l'importance de la démarche générale d'échange bénéfique entre laboratoire et terrain. Donc, je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous pouvez poser et je signale donc Étienne Verrier et Cécile de Tendecendre, dont je n'ai pas vu si elle était présente, mais si c'est le cas, peuvent également répondre à toutes vos questions.